La Coupe d'Afrique des Nations se termine pour moi et comme vous voyez derrière moi, la CAF s'est drapée de ses couleurs jaune et rouge pour la finale. Indice bien sûr sur ma prochaine destination, le Racing Club Podcast. Avant bien sûr de faire un tour chez le coiffeur. Allez, on se retrouve à très bientôt. Ciao. C'est le Racing Club Podcast numéro 2. Salut à tous, merci de nous retrouver pour ce deuxième épisode de votre nouveau rendez-vous. Salut Antoine. Salut Val, salut Rémi, comment ça va les gars? Super, salut Rémi. Salut Val, salut Antoine, tout va bien? La forme, vous avez passé un bon week-end? Écoute, ouais, ça va, c'était Pas cool. mal, pas mal. Avec cette nouvelle victoire du Racing, ça fait toujours plaisir. On continue la série. On va en débriefer d'ailleurs dans un instant de cette nouvelle victoire. Il y a pas mal de choses à dire sur ce match face à Auxerre. Et puis, on va rêver un petit peu en deuxième partie de l'émission. Antoine, tu avais envie de rêver cette semaine dans oui. ce deuxième numéro. Rêvons, dreaming. Hein? Vous avez pas envie de rêver vous les gars? Là on a Ouais, la pourquoi Coupe de pas. France avec le champ libre, le Paris Saint-Germain qui nous a fait cette petite fleur là de tomber à domicile contre le Paris FC. Hein? On va y aller. Moi, ça me donne envie en tout cas. Ça me donne envie d'y croire. C'est vrai qu'il y a un peu plus de chance. On va en reparler dans la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, alerte mercato du côté du Racing Club Podcast. Vous l'avez vu peut-être en intro, mais une nouvelle figure que vous connaissez va rejoindre le projet et on est très heureux. C'est Lucas Collin, Antoine, qui va nous rejoindre dans les prochains jours. Et ouais, il vient de finir son job au Maroc là. On sent que voilà, il a pas osé aller se tailler les cheveux sur place. Donc on attend qu'il rentre à la maison tranquillement, qu'il passe au barbeur et qu'il nous arrive On n'est pas trop frais. bien placé pour parler de coiffure, des fois, Antoine. Ouais, non, mais bon voilà, ça va être à Rémi de nous montrer l'exemple et va rentrer tranquillement dans la rotation du Racing Club et ça fait plaisir. Et puis, on réagit aussi sur le mercato, mais cette fois-ci du côté du Racing, puisqu'on a appris cet après-midi la signature de Mathieu Gorgelin, deuxième gardien, qui va venir suppléer Régis Görtner, qui s'est blessé gravement la semaine dernière. Gorgelin qui était libre de tout contrat et qui rejoint pour 6 mois, jusqu'au mois de juin 2026, le RC Lens. Gorgelin qui est passé notamment par l'Olympique Lyonnais, si je me trompe pas. Voilà, je sais pas si C'est ça ça. vous fait réagir ou... Ça reste assez anecdotique, non? Comme signature. En fait, on sait que Risser, logiquement, va jouer tous les matchs, Ouais. même la Coupe de France maintenant. J'imagine qu'il va avoir un rôle dans le vestiaire, un minimum, mais quand tu viens pour dépanner comme ça, je ne sais pas trop ce qu'on peut s'attendre. Donc, en tout cas, bienvenue à lui et j'espère qu'il va bien s'intégrer. Il y a pas de raison, mais ça reste assez Ouais, non, mais anecdotique, ouais. après, c'est anecdotique, oui et non. En fait, déjà, c'est dommageable, je trouve, pour Régis Gürtner, Ouais. sur les échos qui quand même sortaient du club. Il s'était directement intégré à un peu ce conseil des sages là avec Grady, Sotoka, etc. Il était vraiment très intégré. C'est quelqu'un qui est hyper important dans le vestiaire. Donc c'est vrai qu'on a tendance à des fois ne pas imaginer ou ne pas dimensionner à sa juste valeur le rôle des gardiens remplaçants. Je pense que Gürtner, mine de rien, par la fibre alsacienne aussi, avec Risser, c'était une bonne filiation. Après, Gorgelin, je crois qu'il a connu, Sage 6 mois, il me semble. Je me demande si c'était pas au Red Star. Alors là, je vais pas pouvoir t'aider. Ouais, à vérifier. Mais en tout cas, je crois qu'ils se connaissent. Donc voilà. Donc je pense que le choix n'est pas si anodin que ça. Et je pense que voilà, il viendra avec aussi la même mission que Régis Gürtner, celle d'accompagner Risser dans Ça reste dans un sa gardien promotion. d'expérience vis-à-vis Voilà. de Robin Risser, en tout cas. Voilà, c'était l'info mercato du côté du Racing Club et du côté du RC Lens. Donc, il fallait en parler en intro. Et puis, on passe direct au débrief de ce match face à Auxerre. Nouvelle victoire. C'est quoi la 8e victoire consécutive? Je me tourne vers Rémi, notre monsieur Stat. 8e victoire consécutive du Racing en Ligue 1. C'est déjà un record, il me semble, battu par les hommes de Pierre Sage. Rémi, si je me trompe Ouais, pas. alors j'ai pas regardé en détail, il y a eu pas mal de débats sur Twitter la semaine dernière,
de savoir quel était le record. Je pense qu'il a été battu ou égalé là sur le championnat. On rajoute à ça les deux de Coupe de France, ça nous fait 10 Ça fait au 10, ouais. total. On a, avec la chute du Barça hier soir, Lens est officiellement l'équipe d'Europe qui a la plus grande série de victoires encore en cours. Donc c'est Est-ce que vous juste auriez cru entendre ça incroyable. un jour, franchement? C'est Ah, mais assez hallucinant comme stat. cette saison est folle. Ouais, franchement. Ouais, Et c'est c'est fou. peut-être pour On ça a qu'on a le cru droit de rêver, hein. 2023, on était, ouais, on a cru 2023, on était au summum. En fait, Ouais. on fait encore mieux. C'est juste fou. Donc tant mieux. Voilà, une victoire de plus. On commence à avoir l'habitude. J'espère qu'on ne sera pas trop déçu le jour où la série va s'arrêter, parce que plus on avance, plus on est proche de la fin de la série, logiquement. C'est ce qu'on dit à chaque fois, mais elle continue, hein, en tout cas pour l'instant, donc on sait jamais. Donc ouais, ouais. Donc tant mieux. Et un match, deux visages, deux perceptions différentes Encore sur, une fois, ouais, hein, Rémi. ouais, sur le match. Visuellement, on a senti une équipe qui avait eu un peu de mal à répondre au physique, au duel physique par les Auxerrois sont devant d'ailleurs, hein, que ce soit les duels aériens ou dans les duels euh, non aériens. J'ai pas le terme, désolé Les pour duels ça. classiques, quoi, ouais. Les duels classiques. Voilà, le duel au sol. Donc, ils avaient le contrôle, ils étaient au-dessus, hein. Côté aérien, ils étaient à 64% de duels gagnés, les Auxerrois en première mi-temps. Donc, ils étaient vraiment au-dessus. Deuxième mi-temps, bizarrement, statistiquement, on n'est toujours pas au-dessus dans les duels gagnés. Les Auxerrois étaient toujours meilleurs que nous. Et On pourtant, a le rééquilibré. sentiment, ouais, le sentiment est complètement différent entre la première et la deuxième mi-temps. Antoine, comment tu peux expliquer, toi, je sais pas, qu'il y a une telle différence, un tel double visage, puisqu'on on a appelé cette partie double face un peu, c'est vrai, du Racing. Comment toi tu peux, je sais pas, expliquer ces deux visages de l'équipe? Ouais, double face, mais c'est pas non plus une affirmation. C'est-à-dire que est-ce que c'est vraiment une double face? Parce que est-ce que c'est pas la deuxième mi-temps, la domination en deuxième mi-temps n'est-elle pas la résultante d'un travail de sape en première mi-temps? Hmm. Je sais que Rémi avait évoqué en Mm. off cette hypothèse, et c'est vrai que. Mais après, il y a quand même des éléments de communication qui laissent croire que au final, la première mi-temps n'était pas satisfaisante. Déjà d'un point de vue technique, il y a quand même eu beaucoup de déchets. Le sentiment aussi que, bah, tu vois, on parlait bah, Thauvin qui n'a pas forcément été dans un grand soir en première mi-temps, mais voilà, qui par des petits ajustements en deuxième mi-temps aurait pu être décisif, et soit par la passe, soit par le but. Ouais. Et la deuxième mi-temps, effectivement, c'est complètement différent. En fait, tu rentres dans ta deuxième mi-temps avec beaucoup d'énergie. Tu finis une action avec 4-5 joueurs dans la surface. Udol qui a une double frappe dans la surface de réparation. Et puis après, tu marques, et puis tu donnes l'impression en fait de finir en mode caterpillar rouleau compresseur, quoi. Et c'est vrai que c'est assez intéressant, et ça ouvre la question en fait. Est-ce que Sage en fait n'a pas raison quand il dit que cette équipe a une marge de progression? Parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même assez impressionnant de voir une telle différence. Je sais pas si c'est de l'implication ou de réveil, ou je sais pas si c'est dans le mental, dans la concentration, mais on a le sentiment que cette équipe fait quand même beaucoup de fois des prestations avec des trous d'air, et que Hmm. c'est pas forcément physique, c'est pas forcément technique, c'est peut-être dans la tête, quoi, mental. Ouais. Et c'est souvent un petit peu au même moment, hein, ces trous d'air. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Et, on parlait de stats. Tu nous avais envoyé un lien, notamment sur les classements en fonction des périodes, Rémi, hein, Mm. du Racing. Et on remarquait qu'entre la 30e et la 40-45e minute, souvent le Racing avait un gros trou d'air dans ces périodes-là des matchs. Et comme tu le disais la semaine dernière, en partie à partir de la deuxième période, notamment à partir de la 60-65e minute, ça y est, ça se déroulait. Est-ce que c'est peut-être pas aussi une question d'usure physique finalement de l'adversaire, Rémi? Je pense que oui, hein, c'était confirmé par le défenseur auxerrois au micro de Ligue 1+, Sinali Diomandé, qui tout simplement a expliqué que physiquement c'était trop dur. Au bout d'un moment, ils n'ont pas réussi à tenir le rythme imposé par les Lensois, et effectivement, il y a cet effet rouleau compresseur qui fait que nos adversaires craquent au bout d'un moment.
Je pense qu'il y a aussi le fait d'avoir des petits ajustements. Alors, le discours de Pierre Sage et du staff à la mi-temps, il doit y avoir des petits ajustements tactiques aussi Mm. qui sont faits à ce moment-là. Et oui, et pourtant, généralement, il n'y a pas trop de changements qui sont faits pendant le match. Donc, c'est vraiment l'équipe qui débute le match qui est en capacité de tenir la dragée haute physiquement. Ouais. Là, ça s'est vu un petit peu différemment sur Auxerre. On a eu face à Auxerre, on a eu des changements un peu plus Un tôt, peu j'ai tôt, ouais. l'impression. Alors, Thomasson 56e, ouais. notamment, parce que, ouais, Thomasson qui était peut-être un peu moins dedans et en plus Qui qui était avait dans pris le un dur, ouais, carton j'ai jaune trouvé. Hein. Ouais. et qui avait pris un carton jaune. Tovin, il est resté plus longtemps, mais aussi il semblait un petit peu plus dans le dur. Mais, euh, mais ouais, les changements ont été un peu plus tôt et impossible de résister. Si j'ai regardé très très rapidement, si on regarde entre la 65e et la 90e minute de jeu en Ligue 1, c'est 11 buts marqués pour 3 buts encaissés. Ouais, c'est ce que je disais la semaine C'est dernière. C'est énorme. c'est juste incroyable. Et puis pareil, là entre la 55e et 64e minute, c'est 5 buts marqués, 1 encaissé. Mais Y a c'est pas surtout grand monde qui nous résiste, hein. l'impression visuelle de cette deuxième mi-temps, et notamment le dernier quart du match, c'est vraiment, tu avais l'impression que Auxerre, en fait, ils en avaient marre. Ils en avaient marre, genre, Ouais, ils ont même pas essayé dans les arrêts de jeu, ils essayaient même plus. ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Quand Sangaré rentre, mais le match il change complètement de physionomie. On récupère un nombre de Ouais, je suis d'accord ballons, aussi. il fait Mm. des passes. Et en fait, c'est vraiment, même Sima, tu le voyais sur le front de l'attaque, il arrêtait pas de rentrer dans le lard. Fofana aussi, qui a quand même bien épuisé, je pense. Tu parlais de Diomandé, je pense que son duel pendant 60 minutes, Mm. ça l'a bien fatigué. Et effectivement, l'impression visuelle de cette fin de match, c'est qu'à la fin, les Auxerrois, je pense que s'ils avaient pu faire comme l'arbitre de la Cannes il y a quelques années, là, le match qui s'arrête à la S'il fait à la 85e minute, 85e, là, ouais. il était là. On est chaud, les gars, c'est bon, là. On part avec -1 de différence de but, 0. Bon, allez, voilà, il y a pire que nous, quoi. Il y a pire que Alors nous. moi, je sais pas. C'était Ouais, vas-y, C'était la Rémi. même, pardon, excuse-moi, c'était la même à Toulouse, hein. Toulouse, t'arrêtes le match à la 85e, ça fait 1-0. Au final, Ouais, ouais, c'est vrai. 3-0. Là, à Auxerre, c'était exactement la même. On aurait pu terminer à On aurait 3-0, pu il en n'y avait mettre rien à ouais, redire, hein. après l'ouverture du score. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai écouté un peu, notamment le coach Pélissier, hein, Christophe Pélissier de la JOCR en débrief de fin de match. Il y avait un plan en première mi-temps qui a plutôt bien marché, d'ailleurs défensif, et notamment de bloquer nos deux latéraux, hein, Mathieu Udol et Abdoulhamid, qui a plutôt pas mal fonctionné d'ailleurs, parce qu'Udol a eu pas mal de difficultés en première période. Et moi, j'ai le sentiment que c'est l'ouverture du score finalement qui débloque pas mal aussi la situation, et le fait qu'on ait pas mal derrière d'occasions d'en mettre 2, 3, voire même 4, parce que en fait, les Auxerrois, à partir du moment où ils encaissent ce premier but, bah, il y a un petit changement tactique aussi qui fait que bah voilà, ils ont envie de peut-être essayer d'aller chercher cette égalisation, et donc du coup ils laissent plus de place, ils ouvrent un peu plus la défense, et derrière on a vu que les boulevards étaient ouverts pour les deux latéraux. Je sais pas si vous avez eu un peu ce même sentiment là. Oui, c'était presque porte ouverte après. Effectivement, l'ouverture du score fait que généralement, la physionomie entière du match change derrière. Puis la confiance qui est après dans les têtes des Lensois inarrêtable. Mais oui, quand tu as un adversaire, tu te dis on bloque Udol, on bloque Abdoulhamid, et derrière tu as le centro qui te fait un centre parfait pour ton attaquant, tu te Ouais, dis en c'est fait maintenant que ça ça. vient de partout. Ouais, c'est Donc incroyable. ça doit être récurrent pour eux, hein. Ouais, c'est du Il nous a pilonnage fait en une règle. Mathieu Udol, Malangsar. Ouais, et puis au-delà de ça, tu vois, enfin, t'as effectivement, en début de match, la présentation disait ça, que Pélissier, je crois, il est pas forcément habitué à jouer avec une défense à 5, donc il y avait une forme, on l'avait déjà vu les saisons précédentes, de Mm. matching tactique, enfin du moins dans le dispositif Mm. des clubs qui ont l'habitude de jouer à 4 derrière, qui d'un seul coup se mettent à 5 pour essayer de nous contrer et de nous faire en fait des oppositions 1 contre 1 sur une grande partie du terrain, où en fait c'est l'équipe qui met le plus d'intensité dans les duels, généralement qui en sort vainqueur. Donc là, Rémi le disait par la data, en fait, les duels ont été majoritairement gagnés par Auxerre. Donc ça prouve que l'ambition d'Auxerre, c'était ça, c'était de dire, bon, clairement, techniquement, Lens est meilleur, tactiquement, ils sont plus rodés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va matcher et on va aller en 1 contre 1, duel, etc. etc. Et Ouais. ça a fonctionné, mais c'est vrai que déjà, tu prends les joueurs. En plus, il y a des choses intéressantes à relever au-delà même du résultat, etc. C'est les performances de certaines individualités. Moi, je trouve qu'un Saoud, c'est bien de le voir. C'est bien de le voir à Toulouse. C'est bien de le voir là, de nouveau contre Auxerre. C'est un mec qui a besoin de temps de jeu. Et tu te rends compte que quand il rentre dans la rotation, dans le 11, et en fait, il répond présent.
Alors, il n'a pas été fulgurant, mais tu comprends l'idée, en fait. Tu comprends l'idée du joueur. Pareil, Gagnou, qui est rentré, qui a bien tourné. Ryan Fofana, il est encore jeune. Alors, il fait un match 4-5, mais c'est des matchs sur lesquels il apprend. Mais en fait, toutes ces rotations dans le 11, bah, ça ne nuit pas forcément, en fait, au potentiel de cette équipe. Parce qu'en fait, la deuxième mi-temps, tu la démarres avec le même 11 que la première, mais tout de suite, tu sens que parce que tu mets plus d'implication, tu mets plus de rage dans les duels et que tu as envie d'inverser justement le rapport de force physique des Auxerrois, en fait, tu arrives à te montrer dangereux dès les premiers instants. Et moi, je trouve que c'est là où c'est hyper intéressant. Hyper intéressant dans justement cette intégration de remplaçants dans le 11, mais aussi toujours, on en revient à ces trous d'air. Tu te dis, quand on va réussir à faire des matchs complets, pas toutes les semaines, mais des matchs plus complets, de manière plus régulière, Ouais. en fait, c'est peut-être ça qui va permettre d'aller chercher les pourcentages supplémentaires pour maintenir le rythme qu'on a depuis le début de saison. Et puis ça se voit en termes de stats aussi du côté des tirs, hein, tout simplement, et des occasions. Hein. En première mi-temps, c'est assez pauvre. Je crois qu'il y a 3 tirs, il me semble, Rémi, pour le Racing. 3 tirs également pour la JOCR. Je crois que même Auxerre est dessus en termes d'XG. Bon, alors, c'est pas fulgurant, hein, c'est pas incroyable, mais à ce moment-là du match, Auxerre est au-dessus en termes d'XG. Et puis, alors, la deuxième mi-temps, je crois que le Racing fait 16 tirs, 17 tirs. Et là, tu as les XG qui montent à plus de 2,5, il me semble, quelque chose comme ça. Les occasions, à un moment, elles sont enchaînées, quoi. Sangaré, Thauvin. Ouais, Sangaré qui fait une belle frappe et qui en loupe une, par contre. Je me suis dit, celle-là, si on la regrette à la fin du match, voilà. Mais bon, c'était. Parce qu'il y a eu ça, hein. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé, Rémi, mais le dernier corner, il est au Serrois à la 95e. Je dois avouer que j'ai un peu craint la fin de match après avoir vu tous les loupés qu'on a eu. Thauvin, Sangaré, effectivement. Bulatovic, alors j'ai bien aimé le match, mais il nous a fait 2 frappes. Ah ouais, des frappes de. Euh, ouais, des frappes où tu as envie de te dire, il a perdu les muscles de sa cuisse là. Donc ouais, pourtant on connaît sa qualité de pied, donc c'est ça qui est d'autant plus frustrant. Mais ouais, on n'a pas été tueur. Alors, finalement notre seule occasion, notre première occasion, on l'a mise au fond avec un Saïd encore une fois qui, on sait que si tu lui donnes un ballon, il le met, donc ça c'est juste fou. Ah mais ça, ce but. Ouais, c'est ça. Bah Ouais. justement, j'avais noté, je voulais en parler. Donc, le fait que tu l'évoques, Rémi, pourquoi pas en parler, hein, mais Wesley Saïd, j'ai regardé un peu ces 10 dernières saisons. Hein, je me suis un peu baladé sur Transfermarkt là tout à l'heure. Hein. Wesley Saïd, il réussit déjà sa meilleure saison, alors la saison n'est pas terminée. Sa meilleure saison au Racing Club de Lens, alors qu'on est au début de la deuxième partie de saison, notamment. Hein, il est au club depuis 5 ans, je crois, Wesley. Il réussit avec 8 buts, c'est déjà sa meilleure saison au Racing Club de Lens. Et il est à 1 but seulement de sa meilleure saison de sa carrière. C'était avec Dijon, c'était Avec Dijon, 2017-2018, où il avait marqué 9 buts sur cette saison-là. Donc on retrouve un Saïd, là, la trentaine, il a eu 30 ans, il va avoir 31 ans. Enfin, Pétante. Pardon ? La trentaine sonnante ou pétante. Ouais, c'est ça. Enfin, tranquille avec les blessures, parce que ça a été aussi un running guy un peu, hein, du côté de Lens, les blessures de Wesley Saïd. Il n'arrivait pas à enchaîner 3-4 matchs sans se blesser ces dernières saisons. Là, on a l'impression que, je sais pas si c'est sa fin de contrat, parce qu'il est en fin de contrat, hein, il me semble, au mois de juin là, et on n'est pas forcément sûr qu'il va re-signer d'ailleurs au Racing. Est-ce que c'est une volonté des deux parties? J'en sais rien en plus. Mais on a l'impression que là, il est vraiment peut-être au pic de sa carrière. Je sais pas ce que t'en penses, Antoine. Ouais, bah là clairement, comme tu t'as dit, par la statistique, mais aussi par l'impression visuelle, encore une fois, ça va de pair. Il le dit lui-même, hein, il fait beaucoup plus attention. Il a un chef ou une chef qui lui prépare des plats. Il dort mieux. Enfin, voilà, tout le travail invisible. Et je pense que c'est pareil. Ça, c'est des choses qui viennent avec le professionnalisme d'un Florian Thauvin, les attentes de Pierre Sage, le travail de Guillaume Ravet. Enfin, en fait, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce groupe, il est habité d'une sorte d'envie de tout casser, et ils sont prêts à mettre tous les ingrédients en fait dans l'assiette pour que derrière en fait ça soit un plat
tous les week-ends, on est vraiment du gourmet étoilé Michelin, tu vois, devant nos télés, tu vois. Mais c'est vrai que Wesley Saïd, moi, j'aime bien rappeler la phrase de Pierre Sage en préparation, quand il avait dit que pour lui, Wesley Saïd, c'était un joueur qui était extraordinaire et qui aurait pu avoir qui avait un jeu pour jouer en première ligue, etc. Et c'est vrai que quand il avait dit ça, je m'étais dit, putain, c'est quand même un peu osé, parce que on restait sur toutes ces blessures, etc. Et on sait que la PL, c'est quand même un championnat très, très, très axé sur la dimension athlétique. Et en fait, on peut pas dire que Wesley Saïd se démarque des autres par cet aspect-là en Ligue 1 cette saison. Mais par contre, il est consistant, il est stable dans les performances, il joue quasiment tout le temps 60, 70, 80 minutes. Et puis devant le but, c'est phénoménal, quoi. Cet enchaînement contre Auxerre, là, c'est du très très haut niveau. Ouais, c'est magnifique, hein, Ouais. ce but. Je sais pas si tu te souviens, Rémi, d'ailleurs, à l'époque francaise, en tout cas, c'était un peu le super sub Wesley Saïd, c'est-à-dire qu'il était rarement titulaire, mais à chaque fois qu'il rentrait, quasiment, il avait un ratio minutes jouées, but marqué au Racing qui était assez impressionnant. Est-ce que peut-être que le fait d'être plus souvent titulaire aussi, ça lui donne le rythme et ça peut-être, ça lui a donné peut-être aussi un petit peu de, je sais pas, de maturité. Peut-être. Bon, après, il y a l'âge qui vient en compte et tout le travail invisible, comme l'a dit Antoine. Ouais. Le fait d'enchaîner, forcément, ça aide le corps à pouvoir encaisser des charges de travail qui sont de plus en plus importantes. Parce que si tu es super sub, tu dois rentrer, tu dois te montrer sur les quelques minutes que tu as, et donc du coup, tu as un niveau d'intensité qui est aussi beaucoup plus élevé. Et ça, c'est plus compliqué à faire encaisser auprès de ton corps. Et il y a très certainement aussi le travail de tout le staff pendant les entraînements. On a pu voir beaucoup de vidéos qui expliquaient l'intensité mise par Pierre Sage et son staff en entraînement, comme s'ils étaient en situation de match où ils se donnent à fond tout le temps. Je pense que aussi ça doit énormément aider ici. Mais oui, il est juste incroyable. Et surtout, je pense que il y a aussi cette perception visuelle, encore une fois, de quelqu'un qui est plus homogène dans ses performances. Durant toute la saison, on avait un peu l'impression, dans les années précédentes, où il pouvait un peu choisir ses matchs, ou du moins c'est l'impression qu'il donnait. Là, il est cohérent. Il est cohérent dans tout ce qu'il fait. On espère que ça va continuer, hein, parce que c'est le meilleur buteur, hein, du Racing pour l'instant, C'est Wesley le meilleur Saïd, buteur, ouais. avec Hudson-Edouard qui le talonne derrière. Ouais, meilleur buteur en étant un peu désaxé et plus dans le cœur du jeu. Et c'est ça qui est d'autant plus intéressant. C'est que tu as l'impression qu'en fait, cette triplette offensive, elle est sur le terrain. Alors, il y a Hudson-Edouard qui sert de pointe, mais en fait, tu as l'impression que aussi bien Thauvin que Saïd ont cette liberté de pouvoir des fois un peu rentrer dans la surface et se mettre en position un peu de deuxième finisseur, de deuxième lame autour de Hudson-Edouard. Et en même temps, les deux sont capables d'adresser des caviars aux deux autres compères de la ligne d'attaque. Donc, c'est extrêmement complémentaire. De toute façon, moi, je pense vraiment que globalement, cette équipe, il y a alors, j'aime pas le jeu de comparaison, mais j'ai le sentiment que elle est beaucoup plus forte techniquement que celle de 2022-2023, dans le sens où il y a plus de, je sais pas, il y a plus d'assurance en fait. Wesley Saïd, on l'a toujours considéré comme un joueur de très haut niveau technique. Là, tu lui rajoutes un Hudson-Edouard, Edouard au pied d'argent et Florian Thauvin qui est quand même champion du monde. Franchement, on n'a jamais eu ça à Lens, quoi. En fait, une telle qualité technique. Moi, ça me fait penser à quand on avait Ziani, Smisser et compagnie. Hein. Ouais, c'est une belle Oh, comparaison. j'ai dit un gros mot. Ah, ça me fait penser, justement, ce match face à Auxerre, ça m'a fait penser aussi, évidemment, on se souvient tous hein, de ce 7-0 face à Auxerre. C'était 2006, 2007, 2005, je sais plus. Je pense l'un des plus beaux matchs, en tout cas, Festival. Ouais, festival. Hein. Je sais pas, vous vous souvenez, d'ailleurs, il y avait 3 joueurs qui avaient réussi un doublé. Vous vous souvenez de ces 3 joueurs? Il y avait Leroy qui avait fait, je sais pas si c'était un doublé en passe ou en but. Thomer. En passe, ouais, mais pas en but. Thomer. Hein. Ouais, Olivier Thomer, ouais. Jussier. Ouais, Jussier également, ouais. Et Cousin. Cousin, j'allais dire, oui, il est encore là. Ouais. Et le 7e buteur, du coup? Demont. Et Johan Demont, exactement. Oh. C'était pas un quiz, hein, tu gagnes rien. J'adore. Les quiz, tu vois, moi, c'est là où je reconnais le talent des gens, tu vois. C'est quand tu lances un quiz comme ça, t'es pas prêt, si t'es prêt quand même, tu vois. Par contre, de mémoire, il y avait, c'est après ce match que Leroy est parti en Israël, non? Et ouais, ça a été un peu le début de la fin aussi. Ouais. Mercato d'hiver Mercato d'hiver? Ok. Ouais. Par Bétard. Dans mon esprit, c'était juste après ce match qu'il était parti, mais ok. Alors, le débat, va-t-on vivre une saison
On conclut sur le Saint-Denis. débrief du match face à Auxerre, les gars, juste en mettant Ouais, encore en lumière peut-être la défense du Racing et la solidité défensive des Lensois. 3e clean sheet d'affilée pour un Robin Risser qui a quasiment pas touché le ballon sur ce match-là, Rémi, je crois. Et le Racing qui est toujours la meilleure défense du championnat, toujours bloqué à 13 buts encaissés. Ça aussi, c'est peut-être qu'on la met pas assez en avant, mais c'est une putain de perf quand même. c'est juste fou. Alors, Robin Risser, c'est un défenseur central en ce moment. Il est là pour faire c'est un libéro. Il est là pour faire des relances et faire en sorte que l'équipe puisse s'écarter pour pouvoir relancer court. Il n'y a pas eu d'arrêt à faire, tant mieux. Face à Toulouse, alors statistiquement parlant, il en a fait 2, mais faut voir ce que c'était. Donc techniquement, on va dire, ça fait 2 matchs qu'il n'a pas eu d'arrêt à faire. Bah là, il y a eu 0 tir cadré face à Auxerre. Du coup, Ouais, il a fait Déjà. combien de passes? C'est ça la stat intéressante là, de il Risser. a, il a touché 33 ballons face à Auxerre. C'est autant que Sina Yoko en face. Incroyable. J'avais pas cette tête. Incroyable. Ouais, bon, je pense que ça va faire aussi la force des Lensois parce que, comme on Hmm. disait, peut-être que la première mi-temps, t'es moins bien, mais quand tu sais que tu as cette solidité défensive, finalement, au bout d'un moment, tu sais que tu vas en avoir des occasions. Tu vas réussir à enclencher le rouleau compresseur. Et ça te donne de la confiance finalement aussi de te dire, derrière, je suis relativement tranquille et on va avoir le temps de développer le jeu pour se dire, à un moment donné, on va les faire craquer en face, quoi. Et je pense que ça aussi, en termes de confiance, c'est quelque chose qui, cette saison, aide pas mal l'équipe à performer. Si vous n'avez rien d'autre à dire sur le match, on va peut-être passer à la deuxième période, je sais pas, deuxième partie. Antoine, Rémi, vous avez rien d'autre à Non, ouais, rajouter bah, en fait, sur ce match, le seul point, je pense, à travailler, ouais, c'est un peu cette inconstance dans l'intensité qu'on a noté. Et puis c'est là que je pense qu'on a tous remarqué que, bah, en fait, à un moment, le match, faut le tuer, quoi, parce que Ouais. au-delà de l'aspect tranquille, on finit le match un peu dans des chaussons. Voilà, on va rêver, hein, et pour rêver, ça serait bien de ne pas laisser trop d'occasions en route parce que la différence de but, peut-être que dans notre rêve, à un moment, elle sera limitante. Donc ouais, je pense qu'il faut vraiment que ces matchs-là, on les plie, quoi. On aurait dû en mettre 3 et basta. Quand on a autant d'occasions, ouais, il faut aussi peut-être à un moment donné soigner la différence de but. Plus 19, je crois, le Racing aujourd'hui, qui est derrière l'OM et Paris au niveau de cette statistique. On passe à la deuxième partie parce qu'on va rêver un peu. On avait envie de rêver dans le deuxième numéro. Rêver à quoi? Rêver peut-être déjà à une victoire au Vélodrome, ou en tout cas à une belle performance du Racing au Vélodrome le week-end prochain. Rêver, pourquoi pas, même si ça a l'air bien parti, à une place en Ligue des Champions l'année prochaine. Ça aussi, c'est un beau rêve, notamment en plus du fait de jouer à la Ligue des Champions financièrement, parce qu'on sait les difficultés qu'il y a du côté des droits TV en Ligue 1. Et puis rêver à cette Coupe de France, qui peut-être, pour la première fois dans l'existence du Racing, pourrait nous tendre les bras cette saison. Ne parlons pas trop vite, mais en tout cas, rêvons, ça ne coûte rien de rêver. C'était un petit peu ton envie du jour, Antoine. Rêver peut-être Rémi d'abord à une victoire au Vélodrome, en tout cas une belle perf du Racing au Vélodrome, parce que ça sonnerait un peu le glas de l'Olympique de Marseille, en cas de bonne performance du côté du Vélodrome. Ouais, je pense que tous les supporters se disent on va pas s'enflammer, on attend le match face à Marseille et en Mm. fonction de ce qui se passe, là on verra. Soit on va revenir un peu les pieds sur terre en se disant ok, on consolide l'avance qu'on a vis-à-vis du cinquième, sixième pour sécuriser au moins le qualificatif, le top 4 qualificatif en Ligue des Champions. Si victoire il y a, là, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter de rêver d'aller chercher cette première place. Mais il y a encore beaucoup de chemin, bien sûr, mais le message il serait fort quand même sur le terrain de Marseille. C'est un match à bascule, Antoine, pour toi, là. C'est un match pour rêver, peut-être, ce match au Vélodrome. En fait, déjà, c'est une affiche de gala. En Mm. soi, faut la prendre comme ça, je pense. Et puis, c'est une affiche de gala qu'on va aborder avec 8 points d'avance sur l'OM. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, là, je pense qu'il y a il y a deux grands mouvements philosophiques dans le bassin mignon en ce moment. C'est les championnistes, ceux qui ne pensent qu'au titre, Mm. et puis, on va dire, ceux qui se disent déjà la Ligue des Champions, c'est une forme de, de très, très grosse performance, On quoi. aurait Les signé très deux, vite. voilà. Et en fait, tu te dis, bon, le match à Marseille, tu l'abordes avec 8 points d'avance. L'OM sera dans l'obligation de gagner. Donc toi, en fait, un match nul, déjà,
c'est une très bonne performance d'un point de vue comptable. Moins bonne, parce que forcément, tu pourrais redonner la main au Paris Saint-Germain dans la course au titre, Ouais, mais mais est-ce que est-ce c'est vraiment si vraiment un grave que sujet? ça? Voilà, est-ce vraiment un sujet? Moi, je pense que le match de Marseille, qui pour les Marseillais arrivera juste après la réception de Liverpool, qui peut-être pour eux est d'égale importance par rapport au Ouais. match de Ligue 1. On arrivera frais, on arrivera, donc comme je disais, avec cette avance de 8 points et une avance de 8 points sur l'OM, mais une avance de 10 sur Lyon et de 11 sur Lille. Donc, bon, moi, je pense clairement que on va finir la saison européenne, ça me paraît certain. Et maintenant, ce match à Marseille, pas tomber dans le piège d'une victoire à Marseille, parce que derrière, tu reçois Le Havre. Le Havre vient de faire match nul à Rennes, puis après, tu as ton match de coupe, puis après, tu reçois Rennes, justement. Après, tu vas au Paris FC, tu reçois Monaco, donc, et tu vas à Strasbourg. Tu vois, le match de l'OM, c'est une superbe affiche qui brille, mais pour moi, c'est pas du tout un tournant. Enfin, Ok. on est encore trop loin de la ligne d'arrivée pour parler de tournant décisif. Par contre, c'est un match qui, tu peux gagner encore en capital confiance si tu t'en sors avec un bon résultat. Euh, c'est Ouais, peut-être moi l'OM. je dirais pas ça. Ouais. Non, mais c'est Pardon, je peut-être dirais pas l'OM qui c'est a un le plus de tournant. pression sur ses épaules, en tout cas, Rémi. Ouais, et puis en plus, bah, comme l'a dit Antoine, ça vient se mettre entre deux matchs de Ligue des Mm. Champions, parce qu'il y a Liverpool 3 jours avant, mais 4 jours après, il y a Bruges aussi. Donc s'ils veulent eux rêver niveau européen, ils sont obligés de mettre aussi beaucoup d'efforts sur ces deux matchs-là. Donc nous, on arrive au moment parfait là-dessus. Après, sans forcément parler de tournant, je pense que tu pourras plus te cacher si tu gagnes. Le message qui est envoyé en disant tu vas aller chercher un résultat sur le terrain du troisième, et concrètement, ça veut juste dire il reste qu'une seule équipe qui peut être le caillou dans la chaussure, Ouais, Je sais ouais. pas si on même se s'il y cache, a hein. encore beaucoup de matchs. Surtout que je Je pense sais que les pas si. Marseillais nous attendent, hein. En tout cas, les supporters marseillais nous attendent pas mal, hein. Je vois pas mal de tweets passer, de messages notamment. Attention, on vous attend au match retour, ça va se Bah oui, jouer parce qu'on là. a mis le bus à l'aller, donc forcément, Ouais, voilà, enfin bref, on les connaît quoi. On a ouais, mis on le les bus à connaît. l'aller à Bollard, on a gagné grâce à Pavard, donc là Merci ils vont l'arbitre. remettre les points sur les i quoi. C'est ça exactement. Voilà, donc est-ce qu'on va rêver de Ligue des Champions? En tout cas, on pourrait peut-être prolonger le débat du match de Marseille, c'est-à-dire que si tu fais une bonne perf à Marseille, tu gardes ta distance avec l'Olympique de Marseille. Et puis, si jamais ensuite t'enchaînes encore, ne serait-ce pas forcément que des victoires, mais en tout cas de réussir à faire des résultats, des bons résultats corrects, que ce soit des matchs nuls même sur des confrontations directes avec des clubs qui jouent l'Europe. Je pense à Rennes notamment, hein. Peut-être un peu moins Monaco, là, même s'il ne faut pas sous-estimer, mais Monaco semble un peu plus loin aujourd'hui au classement. Mais je pense que déjà, si on arrive à aborder ces matchs-là et réussir à garder la distance de points avec ces équipes-là, je pense que ça sent bon. Après, il y a Ouais. aussi Pierre Sage vous avez entendu parler hein, de la barre des 52 points pour commencer ensuite à rêver et à monter en grade. J'ai entendu qu'il disait ouais voilà 52 points en général, t'es pas loin de jouer la Conference League. Et puis ensuite voilà step by step. Est-ce que tu crois vraiment déjà à ça peut-être Rémi, ou est-ce que c'est un peu de la langue de bois ou Pour, j'en sais pour rien. moi, c'est un effet de com. Ouais. Tu vas tout positionner en disant on regarde étape après étape et on va juste cocher les cases une par une. Après, le discours dans le vestiaire, il est peut-être différent. Peut-être qu'ils se mettent un objectif qui est plus élevé. Euh, voilà, pour moi, c'est de la com. Et surtout, ça permet aussi de renvoyer directement les questions des médias sur le PSG, parce que finalement, c'est eux qui ont la pression de devoir suivre le rythme. Marseille qui a la pression de devoir suivre le rythme. Donc, à mon avis, c'est surtout pour balayer ça en leur disant regardez-nous, notre prochain objectif, c'est ça. Donc, viens pas me parler de Ligue des Champions, viens pas me parler de titre. De Je pense titre, que ouais. c'est surtout ça, hein. C'est vrai qu'Antoine, le titre, bon, oui, ça peut arriver. Le Paris a déjà fait des saisons où il n'a pas décroché le titre. On pense aux voisins lillois, on pense au Montpellierin, c'était un petit peu plus tôt dans l'ère qatari. Mais malgré tout, c'est déjà arrivé. Donc, on ne peut pas empêcher les supporters, certains supporters lensois d'y croire, de rêver, de se dire c'est possible. Malgré tout, le pourcentage paraît un peu faible. Je ne sais pas ce que tu en penses, Antoine. Bah oui, non, mais on peut pas empêcher les gens de rêver, ça c'est sûr. Moi-même le premier, j'en rêve. C'est comme, tu sais, est-ce que, tu vois, si je pose la question, est-ce que le Racing Club de Lens peut le faire? Bah oui, il peut le faire. Rien n'est impossible. Mmh, D'ailleurs, mmh. Jean-Louis Leca,
sur le late, là, il y a 4 jours, il le disait, Sur Canal. il n'y a rien d'impossible. Mais restons mesurés, quoi. Après, je suis d'accord avec Rémi, c'est aussi bien de la com, je pense, que aussi le fait de dire à ses joueurs et au vestiaire la méthode des petits pas. Là, ça, c'est vraiment une philosophie de management d'El Cholo, Diego Simeone. Il a Mm. toujours dit ça, partido à partido, tu vois. C'est vraiment match après match. Vraiment, et je pense que si tu arrives à construire en fait cette dynamique, en fait, cette concentration match après match, tu te prépares, tu as tes routines d'entraînement, de préparation, etc. Parce que ils envoient du bois à l'entraînement et c'est aussi les faire chercher. Bah, c'est là où en fait je pense que tu nourris en fait cette dynamique extrêmement forte et donc non bah c'est sûr on peut pas s'empêcher de rêver. Moi je pense qu'il est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit. Ça serait je pense un peu ça desservirait plus qu'autre chose le Ouais. club d'aujourd'hui balancer des grandes phrases ouais on va regarder le PSG dans les yeux parce qu'en fait tout simplement c'est trop dur quoi, c'est Ouais. trop dur. Et puis en Ouais, et termes de puis management, en termes de management pur, si tu dis à ton équipe, on va chercher le titre, tu fais 2-3 matchs où tu prends peu de points, en fait le titre c'est fini et derrière il n'y a plus de challenge, donc il vaut mieux y aller étape par étape, ouais, c'est vrai, de c'est vrai. cocher les cases et d'y aller comme ça, sinon tu perds toute ambition si tu C'est te ça, loupes. parce que comme tu dis, tu as aussi effectivement la crédibilité du discours de Sage dans le vestiaire. Parce qu'effectivement, s'il lance entre guillemets les grandes manœuvres comme ça en disant on joue le titre, effectivement, tu prends le risque que les joueurs ils se trompent d'objectif, puisque ça serait le cas, et que du coup, en fait, ils dévient de leur préparation mentale, de toute la dynamique qui est mise au quotidien. Et effectivement, c'est là où tu peux tomber dans le piège très facilement. En tout cas, si on ne peut peut-être pas rêver de Du coup, titre, on rêve, mais on rêve pas. non, mais on peut rêver, bah si, parce qu'on n'empêche pas les gens de rêver, nous on s'empêche pas de rêver non plus. Après, il y a le rêve et puis il y a la réalité, mais rien ne nous empêche de rêver au titre de Ligue 1, mais également, pourquoi pas, à une Coupe de France qui est toujours possible à aujourd'hui, sachant que le PSG peut-être nous fera une fleur en Ligue 1, mais en tout cas nous a déjà fait une fleur, en tout cas à nous et à d'autres équipes en Coupe de France et s'est fait sortir la semaine dernière par le PFC dans le derby. Est-ce que le Racing va pouvoir enfin peut-être décrocher sa première Coupe de France après 120 années d'existence? On se souvient qu'il y avait eu une finale en 98, hein, perdue face au PSG d'ailleurs. Est-ce que le Racing va pouvoir atteindre cet objectif? Je ne sais pas si c'est un objectif, mais je pense que dans la tête de Pierre Sage, c'est possible. En tout cas, c'est huitième de finale face à 3. Va falloir pas sous-estimer ce match, à mon avis, face au leader de Ligue 2. Mais est-ce que tu sens une fibre, Rémi, peut-être aussi d'un parcours en Coupe de France qui pourrait, pourquoi pas, animer les travées de Bollaert? Oui, en tout cas, je pense qu'il y a une équipe qui est adaptée pour la Coupe de France, qui peut battre n'importe qui sur un match. Donc, c'est compatible avec ce type de compétition. Statistiquement, on a moins de matchs à gagner pour remporter un trophée en Coupe de France que pour être champion. Donc, forcément, le rêve est permis ici. Moi, j'ai mes souvenirs de 97-98, l'épopée où tu vas jouer sur les deux tableaux en même temps, Ouais. où tu as un Vladis Smisser, ça se fait plus ça d'ailleurs, qui se rasait pas la barbe en Ouais. attendant que l'équipe soit encore en lice en Coupe de France. Et donc, du coup, il a gardé sa boba pendant toute la compétition, pendant toute l'année. Ça me manque un peu, tiens, j'aimerais bien avoir un joueur qui fasse ça encore. Bah, passons un Euh, appel, faisons un appel. Un ouais, joueur bah ouais. du groupe, tant que ça continue cette saison. Vas-y, je t'ai coupé. Donc non, ouais, moi je me vois bien continuer sur les deux tableaux et être compétitif sur les deux tableaux. De toute façon, on a rien d'autre à jouer, donc ça va aussi nous préparer à pouvoir enchaîner des matchs sur des fréquences beaucoup plus rapprochées pour l'année prochaine. Ouais. Donc prenons cette expérience-là, mais ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Après, toutes les équipes qui sont en lice aujourd'hui avec le PSG qui a été éliminé, tout le monde se dit c'est notre année. Donc Ah bah, tout le monde a le même objectif là. Là, je C'est pense ça. que c'est clair et net. Et après, c'est les matchs coup Tu près, crois, tu Antoine, vois. qu'on peut jouer sur les deux tableaux, toi, cette Ah saison? oui, sans Ouais. problème. Ouais. Ouais, je pense que comme le dit Rémi, en fait, l'inspiration de la saison du titre, en fait, je pense qu'une dynamique en coupe peut nourrir le fuel, tu vois, de l'équipe pour le championnat. Tu vois, je pense que vraiment, faut voir ça comme une combinaison de deux compétitions qui vont permettre à l'équipe de continuer dans sa dynamique. Tu vois, si tu perds à 3,
Je pense que tu as, et puis en gestion des temps de jeu, on en parle souvent. Tu as des joueurs, Saoud Abdelhamid, il a montré qu'il était un joueur crédible pour être titulaire, donc qu'il ait du temps de jeu. Après, tu as des jeunes comme Bermond, comme tu as envie de les revoir. Donc à un moment, voilà, c'est l'âge Bulatovic des hein, trucs également, aussi. puisqu'avec le retour Boulatovic, de Sangaré, il va peut-être perdre sa place au meilleur milieu. exemple. Meilleur exemple, Bulatovic, meilleur Mm. exemple, c'est exactement ça. Et donc je pense que c'est cette Coupe de France, aujourd'hui, quand tu vois que tu es leader de Ligue 1 et qu'il n'y a plus le PSG, bah en fait, comme l'a dit Rémi, tu sais que tu peux battre tout le monde. Donc à toi de mettre les ingrédients et d'espérer, parce qu'après, voilà, c'est des matchs coup près. Hein. En Ligue 1, je ne vais pas dire que là, on pourrait être champion en perdant des matchs, parce que ça va être compliqué, il faut pas en perdre trop. Mais la Ouais. Coupe de France, t'en perds un, c'est fini. Donc, tu vois, c'est un peu, c'est Mortal Kombat, quoi. C'est t'en perds un, hop, game over. Donc voilà, donc on espère aussi qu'on mettra fin à cette diète de 120 ans, quoi. Mm. On rêve, Com- on Comment rêve. comment tu vois ça, toi, Val? Que ce soit championnat ou coupe? Bah, moi, le titre, j'y crois pas. Enfin, j'en rêve, mais j'y crois pas. Je me dis qu'à un moment donné, Paris va réussir à faire l'effort qu'il faut, ne serait-ce que dans la confrontation vis-à-vis de nous quand on va les affronter à Bollard. Je pense que ça peut être le point de bascule si jamais on tient jusqu'au mois d'avril, parce que c'est au mois d'avril, hein. Mais ça peut être le point de bascule. J'espère que la Coupe de France, voilà, va nous aider, va nous porter aussi. Voilà, pour essayer de rêver jusqu'au bout. Parce que je pense que statistiquement, pour moi, c'est notre meilleure chance d'avoir un titre, c'est la Coupe de France, c'est pas le championnat. Donc, si je devais choisir l'un des deux, je pense que je choisirais la Coupe de France et une place en Ligue des Champions. Et ça me va très bien. Ça nous fait un titre, ça nous fait jouer Ah, ce serait la fou. Ligue des Champions l'année prochaine. Moi, je signe hein, direct. Je Mais signe surtout direct. qu'en plus, le PSG, de toute façon, c'est l'inconnu de toutes les équations. Et le fait que le PSG soit plus dans la Coupe de France, je pense pas qu'ils vont laisser passer le championnat. Enfin voilà, je me dis que ils vont vouloir gagner le championnat pour conserver un titre national. Ils se sont fait sortir de la Coupe de France. Il y a la Ligue des Champions, on C'est ne sait pas comment ça va se passer pour eux. Ouais, on sait pas. Il y a le côté psychologique qui va jouer également. Hein. Si jamais ils se font sortir très vite de la Ligue des Champions, est-ce qu'ils vont pas vouloir, bah voilà, comme tu dis, hein, assurer les arrières et puis tout donner, voilà, sur la Ligue 1. Est-ce qu'ils vont s'effondrer mentalement? J'en sais rien. Bon, Ah, mais et physiquement, faut pas oublier, ils ont enchaîné, hein. Il y a une saison pleine, il y a hum, eu la Coupe des mondes de clubs, donc du coup, ils ont pas eu de repos. Il y a quelques joueurs qui sont partis à la CAN, donc aussi, ils vont revenir totalement lessivés. Il y a la Coupe du Monde en fin d'année, donc il y a peut-être le risque d'avoir quelques joueurs chez eux qui vont lever le pied pour se préparer et être sûr de pas louper cette C'est compétition, de vrai. pas se blesser. Nous, on n'a rien à perdre hein, sur toutes ces compétitions-là. Finalement, on a perdu que Sangaré pendant quelques semaines sur la CAN, mais pour le reste, potentiellement Thauvin, Udol, ça reste un rêve de coupe d'équipe de France pour la Coupe du Monde, mais qui est vraiment trop lointain aujourd'hui. Donc, à part Thauvin, je vois pas qui pourrait baisser le pied involontairement. ouais, non, j'imagine pas non plus. Vous qui nous regardez, qui nous écoutez, dites-nous hein, dans les commentaires des émissions, bah, quel est votre rêve? Est-ce que vous croyez à un titre en Ligue 1? Est-ce que vous croyez à cette Coupe de France? Est-ce que vous préférez l'un ou l'autre? Dites-nous, hein, en tout cas, réagissez à l'émission qu'on va conclure, hein, ce deuxième numéro du Racing Club Podcast qui nous aura fait rêver. Est-ce qu'on va continuer à rêver encore longtemps jusqu'au mois de mai? L'avenir nous le dira. En tout cas, on rêve grâce à vous et on rêve de titres. On rêve de belles stats de ce premier podcast, que ces stats continuent sur le deuxième. Merci Antoine, merci Rémi, encore une fois, d'avoir été présent aujourd'hui pour ce deuxième numéro. On va remercier Guiche également, hein, notre monsieur graphisme, qui nous fait pas mal de boulot. Et puis on remercie Lucas de rejoindre le projet, hein, qui sera là prochainement dans un prochain épisode du Racing Podcast. Un mot de la fin peut-être les gars, vous avez quelque chose à rajouter peut-être, je sais pas, Antoine, Rémi? Déjà, merci à toi aussi, parce que tu te remercies pas, il faudrait le faire, je pense, C'est gentil, parce que tu sais comment animer ça parfaitement. Donc merci à toi, toujours c'est un cool. plaisir. Non, non, continuons d'avoir ce rêve éveillé qui fait que l'équipe enchaîne les résultats le plus longtemps possible. Et puis voilà, on a de belles choses à venir, je pense, sur les prochaines semaines, belles choses à faire.